Oscar Piastri disait que depuis Monaco, on n'a pas eu un seul week-end complet sur le sec. Il y a toujours eu de la pluie à un moment donné ou un autre dans le week-end. Alors j'avoue que j'ai pas eu le temps de vérifier, mais à Zandvoort, où dépasser c'est quand même assez difficile, la pluie nous a offert un beau chamboulement et une jolie course. Comme d'habitude, dès qu'il y a de la pluie, il y a toujours une course un peu intéressante. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Max Verstappen, avec des heureux et des déçus, mais en tout cas, loin de la belle grille qu'on avait au départ. C'est parti. Pour la première réaction, je me dois de parler de Ferrari, de Leclerc et de Sainz, même si je vous prépare une vidéo sur le sujet qui devrait sortir mercredi, je pense. Alors, je sais pas si c'est le cas de Carlos, mais je suppose qu'il a à peu près les mêmes problèmes quand même que Charles. C'est que globalement, chez Ferrari, les pilotes n'arrivent pas à prédire le comportement de leur monoplace quand ils rentrent dans un virage. C'est quand même un gros problème. Alors non seulement c'est désagréable, mais ça vous empêche de comprendre où est la limite de la voiture, de comment aller chercher cette limite sans forcément la dépasser, et ça vous bride quoi qu'il arrive dans votre pilotage parce que vous n'avez pas confiance, donc pas confiance dans la voiture, surtout à Zandvoort pour Leclerc, sur un circuit qui est quand même pas facile, en plus dans des conditions changeantes, c'est l'enfer. Alors Charles plante la voiture en Q3 dans le mur après un sous-virage qui paraissait assez bizarre au début. Simplement, en fait, je pense qu'il y a trop de vitesse en entrée et la voiture n'a pas repris le grip comme elle devait en milieu de virage et hop, le mur. Il a mis le volant, il a toujours eu un petit peu de frein pour appuyer sur l'avant et en fait, non, le grip est jamais venu, quoi. Peut-être les pneus froids, je sais pas. Alors la mini touchette en course qui casse l'aileron avant de Charles qui passe dans le fond plat et qui fait perdre 60 points d'aéro, ce qui est absolument phénoménal. Ça fait tomber Leclerc au classement au point de se battre avec une AlphaTauri aux mains d'un rookie. Alors ça attendait la pluie et un drapeau rouge pour essayer de faire des réparations, mais finalement abandon parce que la pluie arrivait beaucoup trop tard et à ce point-là, ça servait plus à rien. Pourtant, juste pour revenir au début de la course, le call de rentrer au stand dès la fin du premier tour, c'était le bon, mais il a prévenu l'équipe trop tard entre guillemets. Alors je trouve que le fait de prévenir trop tard l'équipe est un peu une fausse excuse. On voit qu'il pleut des cordes dans la voie des stands, c'est par là que la pluie d'ailleurs est arrivée. Bon, tu attends pas qu'on te prévienne ou qu'on t'envoie un fax pour aller chercher les pneus intermédiaires ou les wets. Faut pré-shot le pit, tout simplement. Faut pas s'attendre à se dire peut-être qu'il va continuer, on sait pas, machin. Non, tu te tiens prêt, s'il rentre pas grave. Globalement, sinon, la Ferrari avait une vraie vitesse de pointe, mais manquait de perfo global et de rythme sur du sec et dans des conditions plus normales. Et là, niveau stratégie, chez Sainz, tout a été parfaitement fait pour une fois, donc ça fait plaisir. D'où la belle P5, mais parce que derrière, ça s'est pris quand même beaucoup les pieds dans le tapis en début de course, que ce soit McLaren ou Mercedes, donc ça a laissé un petit peu l'opportunité pour des pilotes un peu moins entre guillemets performants de venir devant. Ferrari reste P4, toujours assez proche d'Aston Martin au classement constructeur, mais normalement les deux voitures rouges doivent se retrouver devant une voiture verte, parce que bon, il y en a vraiment qu'un seul qui performe chez Aston Martin. Et la palme de ceux qui se sont pris les pieds dans le tapis et qu'on aurait dû voir P2, 3, 4, un truc comme ça, sont Mercedes, bien évidemment. La radio de George Russell est un mélange de grande déception et d'humour britannique un petit peu cinglant, je trouve. Il était prévu, non pas de la pluie, mais un podium pour le pilote britannique. Seulement voilà, les prévisions de résultats comme leurs prévisions météo n'ont pas été bonnes. En vrai, en conditions sèches et normales, je dirais que la Mercedes fait jeu égal avec la McLaren, mais c'est sans compter le cafouillage des premiers tours. Le radar météo en fait de Mercedes disait que la pluie devait durer à peu près 2 minutes et finalement ça a duré 10 minutes. Il y a eu une belle grosse drache comme on dit dans... C'est dans le nord qu'on dit ça, je sais plus. Bref. Alors autant avec des slicks bien chauds, tu peux survivre sur une piste trempée tant que tu maintiens de la température. Alors évidemment tu ne seras pas aussi performant qu'avec des intermédiaires, mais bon, t'arrives à t'en sortir à peu près. Là, malheureusement, ça a duré un petit peu trop longtemps. Et le problème, c'est que Russell s'est arrêté une fois que la fenêtre pour mettre les intermédiaires était passée. Donc en fait, il avait perdu trop de temps en slick, il en a perdu encore plus en passant par les stands, et tout ce temps-là, avec les intermédiaires, il allait pas le récupérer parce que la piste était déjà en train de sécher et d'être un peu presque sur le crossover de... Là, faut repasser des slicks. Et oui, parce que du coup, fallait faire 2 arrêts si tu faisais les intermédiaires, parce qu'il fallait mettre un arrêt pour les intermédiaires et puis un autre arrêt pour remettre des slicks. Donc, ça te comptait au moins 40 bonnes secondes de perdu, large, facile. Chez Mercedes, ils auraient effectivement dû s'engager et suivre avec les slicks jusqu'à ce que la pluie s'arrête et la piste sèche au fur et à mesure.
C'est pas facile hein, de prendre cet engagement, c'est d'ailleurs ce qu'a fait Alex Albon. Pour revenir à Russell, en fait, on lui met les hards pour aller au bout parce que bah il y a plus d'autres options, il est au fin fond du classement, c'est l'enfer. Mais globalement, ça reste le pire pneu qui a très peu de perfos et remonter ça va être difficile. Et avec un peu de chance, il fait du greening, mais bon, globalement, le hard, c'était pas ce qu'il fallait prendre, mais bon, t'avais envie d'aller au bout, donc c'était la bonne stratégie à ce point-là. Dommage, à la dernière relance, il s'accroche avec Piastri sur un incident de course pas bien méchant, il crève un pneu vraiment de malchance, alors qu'il se battait pour la P8. Côté Hamilton, il y avait un gros rythme, mais il était à chaque fois pris dans un train DRS derrière une McLaren ou une autre voiture, donc ça avait du mal à dépasser. La McLaren avait du mal à dépasser Tsunoda sur l'AlphaTauri, c'est vous dire à quel point c'est pas simple de dépasser à Zandvoort, mais dès qu'il y avait du clean air pour la Mercedes, bah, ça roulait quand même bien fort. Bref, ça consolide bien le classement constructeur, tout ça, mine de rien, avec ce qu'a fait Lewis Hamilton, mais il y a encore beaucoup de boulot pour aller chercher Perez, qui est donc l'objectif de Lewis sur cette deuxième partie de saison. Bon bah, au boulot, hein, c'est tout. Bon, ça devient presque redondant, mais je parle de plus en plus de Williams en bien, ça fait plaisir, dans les Fast 5 dernièrement, et je vais pas vous cacher mon plaisir pour le coup. C'est le petit kiff de mon Fast 5. Alors, est-ce qu'on peut juste se rendre compte de la performance d'aligner deux Williams en Q3, s'il vous plaît? Alors oui, il y a de l'appli, oui, il y a des conditions changeantes, etc. Mais les Williams ont eu du rythme tout le week-end, sur un circuit qui, d'ordinaire, devait leur faire du mal. Ça devait pas du tout être un bon week-end pour Williams. Parce que bon, bah, Zandvoort, c'est un circuit qui demande de l'aéro et un bon châssis surtout, encore plus sur un tour qualif où bah, forcément on donne tout. Du coup, la qualif qu'on a eue, moi je trouve qu'elle est pas trop mal, assez représentative des forces en présence qu'on a vraiment et qui bon, bah, vont varier selon les circuits qu'on va visiter, mais globalement je trouve que ça donne une vraie bonne image cette qualif, de savoir qui est devant et à quel point, etc. P4 pour Albon en qualif, Sargent dans le mur sur une petite erreur d'appréciation en poussant un petit peu trop pour aller chercher de la perfo. Là-dessus, je trouve qu'on peut pas lui en vouloir parce que c'est une vraie bonne erreur entre guillemets pour pouvoir aller chercher de la perfo. En course, Albon nous sort un stint de 45 tours sur les softs en passant par des tours interminables en conditions humides pendant que bah, Sargent lui clippe le vibreur comme il l'a fait depuis le début du week-end d'ailleurs et casse la direction. En tout cas, il y a eu un problème hydraulique sur la voiture. Là, derrière, il a perdu la direction, terminé, et puis c'est le mur. Bon, c'est relou de le voir dans le mur parce qu'il y avait un gros potentiel d'aller chercher des points pour Williams, et encore plus pour lui de se mettre un bon gros coup de confiance et de chercher ses premiers points en Formule 1. Alors par contre, j'ai une vraie question concernant Albon. Est-ce qu'il aurait pu faire soft? J'aurais tendance à dire oui, puisque la piste a été déclarée humide en début de course, mais le fait de ne pas passer par des intermédiaires, est-ce que ça t'oblige pas à mettre, quoi qu'il arrive, deux composés de slick différents? Voilà, dites-moi dans les commentaires, j'avoue que là-dessus je sèche un petit peu, mais en tout cas, s'il avait pu faire soft, je pense qu'on l'aurait fait chez Williams. Bref, donc du coup, bah ça fait soft médium sans trop prendre de risques d'un point de vue règlement, et ça pouvait aller chercher effectivement la P6 en fin de course, mais la voiture était vraiment perfo sur un circuit difficile. Ouais, P6... difficile mais faisable. Mais bon, la Williams, elle est saine, elle est assez correctement équilibrée, les grosses améliorations fonctionnent, elle manque toujours de perfo global, hein, c'est normal, c'est pas non plus une Red Bull, mais c'est pas une Ferrari, elle n'est pas imprévisible si vous préférez. Alors Albon comprend les limites de la voiture, connaît aussi ses propres limites, d'où les bons résultats cette saison de Williams. Bon alors maintenant, le plus dur commence pour Williams, c'est de comprendre pourquoi ils ont été perfos tout le week-end et comment ils peuvent reproduire cette performance à chaque Grand Prix. Mais la Williams, elle est clairement devenue une bonne voiture. Et on voit déjà l'influence aussi du management de James Valls, arrivé en février dernier. Pas de plan sur X années, seulement des steps passés au fur et à mesure. Et derrière, bon bah ça prendra le temps que ça prendra. Il suffit de se dire, le gros step c'est d'amener une grosse amélioration qui fonctionne, et après on passe au step suivant. C'est aussi une autre vision de la chose. Bref, que du bon pour Williams, et ça fait vraiment chaud au cœur. Ce sont très clairement mes outsiders préférés aujourd'hui. Je suis tellement heureux de les voir performer, et puis bon bah maintenant Albon fait clairement partie de mes pilotes préférés. Alors qu'en 2019, je le détestais avec cette histoire Gasly-Albon chez Red Bull. Là, je détestais Albon. Aujourd'hui, j'adore ce pilote. J'adore ce gars. J'adore ce gars. Bon alors sur le moment, j'appelais la P3 de Gasly un miracle, tant pendant le week-end on a vu les Alpines naviguer aux alentours de la P12 globalement, et finalement l'histoire de Monaco se répète un petit peu. Alors en fait, en performance pure, je pense que la voiture, l'Alpine elle est pas bonne. Clairement elle joue pas avec les McLaren, les Aston Martin et les Mercedes comme c'était l'objectif du début de saison. Ça se voit en qualif, en règle générale, au fur et à mesure de l'année,
c'est devenu de plus en plus difficile pour les Bleus de se hisser en Q3. Parce que bon, bah, McLaren a fait un step, Aston a fait un step, Mercedes a fait un step, voilà. Donc ça manque de perfo global sur le châssis et l'aéro. Pour le moteur, on n'arrête pas de dire qu'il manque 30 chevaux, j'ai du mal à y croire, mais on aura notre réponse à Monza la semaine prochaine. Ce sera clair et net. Si l'Alpine elle prend 3,65 en ligne droite, DRS ouvert, Aspi, il manque pas 30 chevaux je pense. Il y a peut-être du taf sur la gestion de l'énergie ou la manière d'utiliser le moteur, oui, mais on verra. Par contre, si ça prend 310 en bout de ligne droite, là va falloir se poser des questions. En revanche, en rythme de course, bah il y a des moments où la voiture performe vraiment bien et on dirait que ça dépend pas mal des conditions de piste, mais j'avoue que j'en suis pas si sûr. On dirait que, en fait, quand il fait frais, la voiture performe bien, mais en fait, j'ai l'impression que l'Alpine est aussi bonne que la Ferrari depuis le début de saison. Entendez-moi quelque part, c'est pas spécialement un compliment en plus. Alors, aujourd'hui, Ferrari, c'est P5 net en dessous d'Aston Martin, Mercedes, McLaren, en termes de perfo pur, hein, je parle. Mais l'Alpine, quand elle se qualifie devant, eh bah, elle arrive à rester devant, ou du moins à avoir le même rythme à peu près que le Big Five, en étant un peu essoufflé, en sortant les coudes et tout, en disant ah, on y arrive, tu vois. Si vous vous rappelez, Melbourne, Gasly, aidé par le DRS quand même, il est resté dans la boîte de vitesse de Sainz pendant toute la course. Là, c'était à peu près la même chose, il arrivait à bien défendre sur Sainz, il a eu le temps de prendre quand même une pénalité d'excès de vitesse dans la voie des stands, et puis de recoller à la Ferrari pour lui faire un extérieur et s'envoler net derrière. Donc, bah en fait, la voiture fonctionne en course, couplée à une bonne stratégie. Bah ouais, from P13 to P3, ça saute tout le monde au jeu des arrêts au stand, ça se retrouve pour se battre pour le podium. Let's go, comme dirait Pierre Gasly. Alors autrement, quand on regarde la course de Esteban Ocon, il n'a pas sauté tout le monde aux arrêts, mais par contre il a réussi à se frayer un chemin dans le trafic, donc ça c'est plutôt une bonne chose, et à remonter pour se hisser dans les points alors qu'il partait P16, donc là aussi il y a eu une vraie grosse perf. Donc globalement, en qualif ça a du mal, en course la voiture fonctionne bien. En revanche, sur la deuxième pluie, je vais appeler ça comme ça, je suis désolé, mais obliger Esteban Ocon à rester dehors un tour de plus, ça lui fait perdre toute sa remontée, alors que bah, on aurait dû l'arrêter en même temps que Gasly, même si bah, il perdait un petit peu au stand. Mais là, refaire un tour en slick, c'est cata quoi. Alors derrière, on lui met les pneus wet. Pour moi, c'est une autre erreur. Les wet, aujourd'hui, c'est pas des bons pneus et ils servent que pour de la safety car, généralement par obligation de la direction de course pour prendre un départ wet sous safety car, ou alors si vraiment tu mets les wet, généralement il y a un red flag qui arrive derrière quoi. C'est vraiment genre, c'est parce que là les inters sont vraiment, tu peux plus. Bon bah ça a pas loupé, red flag, Ocon retombe dans le classement alors qu'il y avait de la P6, P7 je pense à aller chercher, c'est vraiment dommage. Voilà, c'est une petite stratégie qui fonctionne pas. Alors il y a encore du taf hein, chez Alpine, même si le podium de Gasly a un vrai bon pas en avant, d'aligner tout ce qu'il fallait parfaitement, stratégie, voiture, pilote, etc. C'est aussi avec de la circonstance de course quand même, mine de rien, faut que Alpine soit plus perfo en qualif. Derrière, ils savent plutôt bien se débrouiller en rythme de course. Donc bah voilà, faut bosser la qualif les gars. Mais c'est pas mal, ça fait plaisir. Cinquième et dernière réaction, le retour d'Alonso sur le podium. Je l'avais pas du tout vu venir pour le coup. En course, la voiture a été mais d'une performance absolument inouïe. Je sais pas comment ni pourquoi, mais après avoir pris un mauvais chemin en termes de développement sur la voiture, bah visiblement ils ont quand même plutôt corrigé le tir. Alors ils sont arrivés quand même avec un nouveau plancher, c'est pas rien non plus. Ils ont testé des ailerons avant différents, ils ont amélioré leur système de frein, donc mine de rien, il y a du boulot sur la voiture. Donc non, tout n'était pas encore sur 2024 depuis, j'allais dire Barcelone, ce qui est relativement tôt dans la saison. Mais je suppose qu'on est sur la fin des upgrades aujourd'hui, il doit y en avoir encore une ou deux dans le pipe qui doivent arriver peut-être pour Singapour ou ce genre de choses. Mais sinon, bon bah, je pense que ça a commencé à bosser sur 2024 à peu près pour tout le monde, à partir de juin, juillet, je dirais, de cette année. Vous savez, il y a toujours 2-3 mois d'écart entre quand tu commandes une upgrade et quand tu peux l'amener sur le circuit et la faire évoluer. Bref, on sentait et on voyait l'Espagnol qui était mais parfaitement à l'aise dans toutes les conditions, gros rythme, toujours dans la fenêtre d'arrêt de Verstappen, sans jamais vraiment l'inquiéter évidemment. Finalement, bah, Pérez se neutralise tout seul entre l'erreur en intermédiaire au virage 1 et le coup de taper légèrement le mur des stands en rentrant et en faisant un excès de vitesse. Donc bah, P2 pour Alonso, P3 pour Gasly, du coup merci Sergio. Masterclass au départ hein, pour Fernando, filou parfaitement construit sur les attaques. Derrière, il y a un rythme de course qui fonctionnait de ouf. Malgré un arrêt un petit peu long en milieu de course, il était dans le rythme pas si éloigné que ça des Red Bull, ce qui est absolument incroyable. Alors malheureusement, on n'a pas du tout vu Lance Stroll de toute la course qui naviguait au fond du classement. Pourtant, on est dans des conditions dans lesquelles bah, il est généralement performant et c'était le moment de porter un gros coup à Mercedes qui quand même a bien galéré sur le début de course, a eu à peu près tout faux et qui revient de loin pour marquer quand même des points avec Lewis Hamilton.
Hamilton. Alors en vrai, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur Aston Martin, je les attendais plus bas pour le coup. Premier podium en 4 courses pour Alonso qui remonte sur la boîte. On va voir à Monza qui roule vraiment vite dans tout ce paquet. Et vu comment c'était à Spa, bah, on peut douter de la perfo de l'Aston Martin, mais peut-être qu'on sera surpris. En vrai, pour le coup, Monza, je sais pas du tout ce que ça peut donner. J'ai vraiment hâte de voir ça. Allez, je vous lâche avec un petit bonus. Bon, j'aurais pu évidemment parler de Daniel Ricciardo et de Liam Lawson qui a réussi à aller au bout de son premier Grand Prix absolument rocambolesque. Mais bon, je suis sûr qu'on en reparlera même peut-être à Monza dès le week-end prochain. J'aurais pu parler de Tsunoda qui a quand même super bien performé en course, mine de rien. Du crash de Guanyu Zhou qui est assez violent ou encore de l'égalisation du record de Vettel par Verstappen. Mais encore une fois, dans un fast fight, je peux pas tout caler. En revanche, on peut juste dire bravo à Clément Novalak qui a remporté la course principale de F2 ce week-end. Première fois qu'il reprend la plus haute marche du podium depuis 2019, je crois, il me semble. Pendant que Théo a planté la voiture dans le mur, là où Russell a failli faire la même chose en course. Et Isaac Hadjar aurait pu peut-être avoir une première victoire en sprint, sauf que la course a été annulée par la pluie. On notera aussi que les roues arrière de Vesti se sont fait la malle parce qu'elles étaient pas serrées au moment de l'arrêt au stand. Bref, on se retrouve mercredi pour une vidéo normalement sur Ferrari et Leclerc, et lundi prochain pour le Fast Five du GP d'Italie. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.